La violence a plusieurs visages. Elle peut être psychologique, verbale, physique, économique ou sexuelle. Ces types de violences peuvent à la fois cohabiter et s'imbriquer, comme dans le cas de la violence conjugale, qui est sans contredit la violence la plus présente et la plus corrosive. Elle s'inscrit dans un rapport de domination, d'agressivité, d'attaque, d'abus envers sa ou son partenaire. La violence conjugale peut toucher tout le monde, peu importe le genre, peu importe l'orientation sexuelle. Mais on ne peut ignorer le fait que ce sont les femmes qui sont en grande partie les victimes, 80 % au Québec. Et au Canada, à tous les 6 jours, une femme est tuée dans un contexte de violence conjugale. Aujourd'hui, j'aborde un sujet tabou, un sujet qu'on doit impérativement cesser d'ignorer, la violence. Aujourd'hui, on parle de violence, mais plus particulièrement de la violence conjugale et de la violence sexuelle. On va viser la clientèle adulte parce qu'à l'enfance et à l'adolescence, la violence est très différente. Je vous présente mes invités. Valérie Leblanc, qui est étudiante en psychologie et tu travailles pour l'organisme ACRO, qui vient en aide aux hommes violents. Exact. Et Véronique Jaudoin, que vous reconnaissez sûrement, sexologue et psychothérapeute. En premier lieu, d'où vient la violence? Pour comprendre d'où est-ce qu'elle vient, il faut connaître un peu la définition. Donc, c'est quoi la violence? Puis la violence, c'est vraiment quand quelqu'un utilise la force psychologique ou physique ou son pouvoir pour pouvoir contrôler une autre personne. La violence, présentement, on ne sait pas exactement de où est-ce qu'elle vient. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est souvent acquis. Donc, c'est souvent la société qui va encourager un petit peu la violence. Okay. Puis, ça augmente les facteurs de probabilité qu'une personne puisse utiliser la violence. Par exemple, on va faire un apprentissage sexuel avec les garçons. Donc, on va leur apprendre à vraiment être viril, ne pas montrer leurs émotions, pas être vulnérable. Puis cet apprentissage-là, ça fait en sorte que plus tard dans leur relation, ils ont de la misère à montrer leurs émotions. Donc, ça peut être un facteur de risque pour la violence. Okay. Aussi, il va y avoir un apprentissage social qui peut se faire. Donc, un enfant qui va voir de la violence durant son enfance, donc il va être témoin ou qui va en vivre, a plus de chances de transposer cet apprentissage-là à l'âge adulte dans ses relations. Reproduire le comportement qu'il a vu un peu. Exact. Aussi, au niveau des médias, il y a une banalisation extrême. Donc, il y a beaucoup de violences qu'on va percevoir dans la publicité, dans les films, dans les jeux vidéo, dans la musique qu'on entend. Il y a beaucoup de violence. Donc, on dirait que c'est comme si on banalise cette violence-là puis on l'encourage. Puis c'est un modèle d'apprentissage pour les jeunes parce qu'on sait qu'ils voient beaucoup de violence parce qu'ils écoutent beaucoup la télévision, ils écoutent beaucoup de musique. Donc, c'est sûr que ça vient amplifier. Il y a aussi des facteurs un peu contextuels. Si une personne vit de l'humiliation dans une relation amoureuse, par l'infidélité, par exemple, puis, il peut décider de ne plus jamais vivre cette humiliation-là, puis dans sa prochaine relation, de décider de contrôler la personne avec qui il va être. Donc certains événements de vie peuvent nous amener à devenir plus violents. Exactement. Donc, c'est pas quelque chose en particulier qui fait en sorte qu'on devient violent, mais c'est plus... Exactement, puis c'est cumulatif aussi, plus on en a. Il y a aussi l'aspect un peu biologique qui est comme un peu contesté. Okay. C'est sûr que le tempérament peut venir entrer en compte. Ouais. On a beaucoup de personnes qui vont être impulsifs, qui vont faire plus souvent de violence. Mais par exemple, il ne faut pas mélanger puis dire que toutes les personnes impulsives vont faire de la violence. Parce que ça, c'est pas vrai. Il y a l'impulsif, ça peut être bon. Il y a des traumatismes, par exemple, au niveau crânien, qui vont causer de l'impulsivité. Puis on va voir qu'il y a des gens qui ont des gestes violents qui apparaissent, mais c'est contextuel, comme tu disais. Un peu comme les commotions cérébrales. Exactement. Il y en a aussi qui vont avoir des lésions, justement, qui vont se faire dans les régions frontales. Puis ça peut faire en sorte que l'altruisme soit moins là, le jugement moral soit moins là. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une personne devienne violente. Oui. À travers ton travail, tu rencontres des hommes violents qui ont été obligés par la Cour de suivre des thérapies. Est-ce que la thérapie peut fonctionner même si elle est un peu, comme on pourrait dire, forcée? Oui, elle est souvent forcée, en effet, parce que ça peut être la DPJ, ça peut être la Cour, ou peu importe. Ouais. Mais je crois fondamentalement qu'on peut changer, sinon je ne travaillerais pas avec cette clientèle-là. Ça serait un peu démoralisant. Ouais. Mais ce changement-là ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un long processus. Puis le processus, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les hommes arrivent chez Accro, au départ, la motivation n'est pas toujours là. On essaie de travailler cette motivation-là. Souvent, les enfants, ça va être un bon moteur pour changer. Ouais. Des fois, ils veulent reconquérir leur femme. Puis le changement va vraiment se produire au moment où l'homme va vraiment reconnaître qu'il fait de la violence, parce que c'est pas juste de la violence physique qu'ils vont... c'est pas de la violence physique uniquement qu'ils vont faire. Ils vont faire aussi de la violence psychologique qui peut être vraiment plus subtile, de la violence verbale. Plus vicieuse. Exactement. Puis des fois, ils s'en rendent même pas compte qu'ils font de la violence. Tu sais, la manipulation, c'est tellement ancré dans leur manière d'être qu'ils vont pas s'en rendre compte.
Fait qu'essayer de leur montrer que c'est de la violence qu'ils font, c'est ça qui est difficile. Mais un coup qu'ils savent qu'ils font de la violence, puis qu'ils se mettent à se responsabiliser, donc à dire c'est ma faute, c'est pas la faute de ma conjointe, c'est moi qui l'ai faite, c'est là que le processus s'enclenche puis que le changement peut s'amorcer. Mais c'est très long comme processus. Véro, une autre violence qui est bien présente, c'est la violence sexuelle. Exactement. Qu'est-ce que la violence sexuelle? En définition, la violence sexuelle, dans le fond, c'est un geste, tout geste de nature physique ou psychologique, pour reprendre ce que tu as dit tantôt, qui est à caractère sexuel, donc qui va toucher la sexualité, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, par exemple, qui va être commis, qu'on va menacer de commettre ou qu'on va tenter de commettre sur une personne sans son consentement. Ça comprend les agressions sexuelles, donc tout contact, baiser, attouchement au niveau des organes génitaux, des seins, des fesses, qui sont faits sans le consentement d'une personne, soit par la force, l'utilisation de la menace, du chantage, la position d'autorité aussi. Ça comprend aussi le harcèlement sexuel, le harcèlement criminel, l'exploitation sexuelle, le voyeurisme aussi, par exemple. Il y a beaucoup de jeux sexuels qui impliquent de la violence, comme le sadomasochisme, qui est un peu un jeu de rôle entre lui qui donne la souffrance puis l'autre qui reçoit. Est-ce que ça, on peut considérer ça comme de la violence sexuelle? Non. OK. Je vais t'expliquer. En fait, dans la violence sexuelle, il y a le mot violence. Et la violence, bien, c'est le but de créer, de faire du mal, créer de la souffrance, détruire l'autre. Tandis que dans les jeux sexuels qui peuvent être à caractère violent, la particularité, ce qui délimite en fait le plaisir de la souffrance, c'est le consentement. Donc, dans les pratiques BDSM qui englobent beaucoup de pratiques sexuelles telles que le fait de s'attacher, il y a les jeux de pouvoir, de domination, soumission, il y a le sadomasochisme, comme tu as dit, où on peut aimer créer de la douleur qui va être physique ou psychologique, peut-être par l'humiliation aussi, ou donner des coups, ou aimer recevoir ça. Ça se fait dans le consentement. Donc, en fait, il y a 3 éléments qui sont super importants dans les pratiques du BDSM, qui sont un peu comme à la base, c'est que ce soit sain, sécuritaire et consensuel. Donc, c'est le consentement qui va permettre qu'on a du plaisir, qui va faire qu'on a du plaisir et que c'est pas de la violence sexuelle en tant que telle. Donc, à la base, ces jeux-là, ce n'est pas de la violence sexuelle, mais si à un moment donné, un des partenaires n'est plus en accord avec cette pratique-là, ça pourrait le devenir. Exactement. Si l'oblige. Tout à fait. Exactement. C'est pour ça que les gens qui pratiquent ce genre de pratiques sexuelles-là vont aussi avoir un niveau d'intimité très, très fort parce qu'ils ont besoin de se parler, de connaître leurs limites, d'apprendre à les exprimer aussi. Du côté de la violence conjugale, on associe beaucoup, des fois, la violence conjugale à la chicane de couple. Mais il y a quand même une différence importante. Il y a une différence importante, en effet, parce que la chicane de couple va se faire dans le respect, ça va se faire dans la communication, puis c'est plus une argumentation, en fait. Mais la violence conjugale, c'est vraiment, il va y avoir une inégalité de pouvoir. Fait qu'il va y avoir une asymétrie dans le pouvoir. Donc l'homme va avoir plus de pouvoir, ou la femme, parfois, dans d'autres situations. Cette inégalité de pouvoir-là, dans le fond, va venir avec des comportements violents. Puis c'est là que c'est plus une chicane de couple. S'il y a les deux qui sont présents, c'est vraiment de la violence conjugale. S'il y a juste une argumentation qui se fait dans la communication, qui se fait dans le respect, c'est une chicane. Il peut y avoir un conflit d'intérêts, mais ça reste quand même pas de la violence. Donc, il faut faire attention pour ne pas mélanger les deux, parce que des fois, il y en a qui deviennent inquiets de savoir s'ils font de la violence ou pas. Mais... Quelles sont les conséquences les plus fréquentes que tu as observées chez tes patientes ou patients qui ont subi de la violence sexuelle? Les conséquences sont quand même assez nombreuses. Il y en a au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau comportemental aussi. Moi, ce que j'ai observé dans mon travail, c'est par exemple le développement de troubles sexuels, comme troubles du désir, troubles de l'orgasme, douleur à la pénétration, vaginisme. Donc, ça empêche l'insertion même d'un doigt à l'intérieur du vagin. On a vu aussi des situations, par exemple, de dépression, troubles anxieux, troubles de stress post-traumatique, troubles du sommeil, alcoolisme, toxicomanie, baisse d'estime de soi, difficulté à faire confiance dans les relations. Puis, moi, c'est ce que j'ai majoritairement vu. On a aussi des idéations suicidaires qui peuvent apparaître. L'important, ça serait de rappeler aux gens qui peuvent toujours consulter une sexologue. Oui, certainement. Puis sinon, il y a des conséquences des fois qui sont un petit peu plus graves. On peut avoir des traumatismes gynécologiques, des blessures au niveau des organes génitaux. Il y a des grossesses non désirées, contraction du TSS. Donc, c'est assez large. Merci beaucoup. Véronique, on parlait des jeux sexuels impliquant de la violence. Il y a même on voit souvent ça dans des séries télévisées. Il y a un personnage qui a besoin de se faire frapper dans le ventre, se faire frapper dans le visage pour être excité.
Puis, je pense que le commun des mortels doit se dire, mais voyons, qu'est-ce qui fait qu'ils aiment se faire violenter? Évidemment, il y a différentes formes de violence, Oui. différents niveaux d'intensité, disons, de violence là, qu'on peut voir dans ces jeux sexuels-là. Ce qu'on va voir, en fait, c'est que les personnes qui pratiquent ça vont érotiser la douleur, vont érotiser le fait de donner de faire du mal à l'autre ou de recevoir, par exemple, des coups, des claques, d'être attaché ou peu importe, ou d'être soumis. Dans la vie de tous les jours, on n'accepterait pas ce genre de pratique-là. Ouais. Mais dans un contexte sexuel, comme je te dis, on vient l'érotiser, donc on vient en ressentir un plaisir. Ce serait comme un peu une forme de mécanisme de défense du cerveau. Parfois, on va voir qu'il y a des gens qui ont vécu dans leur passé des situations où ils ont vécu de l'humiliation. Par exemple, je sais pas moi, quand tu étais tout petite, ton père t'a donné une claque sur les fesses, tu t'es senti humilié. Plus tard, dans un jeu sexuel, quelqu'un te donne une claque sur les fesses. Ça vient éveiller quelque chose, mais tu viens l'érotiser et donc c'est un peu comme un triomphe sur le traumatisme. OK. Et donc, tu le vois de façon positive, tu en prends du plaisir au lieu d'en ressentir de la souffrance. Donc, ces comportements-là, est-ce qu'on les considère comme de la déviance sexuelle ou non? Non, c'est pas de la déviance sexuelle. En tant que telle, déjà, la déviance, c'est quoi? C'est de dévier de la norme. La norme, Ouais. c'est quoi? Il n'y a pas de consensus non plus par rapport à ça. Puis, ce qu'on considère déviant va se transformer à travers le temps. Oui. À une certaine époque, il n'y a même pas encore 100 ans, on considérait que la masturbation, ça pouvait être un comportement déviant parce que ça permettait pas la reproduction. Jusqu'en 1990, on considérait que l'homosexualité, c'était un trouble mental. Ouais. Donc, on voit quand même que les choses changent. mentalités évoluent. Exactement. Il y a le DSM-5, qui est un peu comme la Bible des psys, qui sert, tu connais ça, qui sert à évaluer et à diagnostiquer les troubles mentaux. Ouais. Dans le DSM-5, on vient, dans le fond, tracer une ligne entre l'intérêt sexuel qui va être, atypique, donc différent, et le trouble mental, la paraphilie. Donc, oui, on va retrouver le sadomasochisme, le voyeurisme, le travestisme, le fétichisme, par exemple, qui sont des pratiques qu'on retrouve dans le BDSM, qui sont des jeux sexuels. Ouais. Mais ce qui va en faire que ça va être considéré comme un trouble mental ou une paraphilie, c'est si ça produit une souffrance cliniquement significative chez l'individu ou si ça affecte son fonctionnement social ou d'autres sphères importantes de sa vie. On peut faire le même parallèle avec l'anxiété, par exemple. Tout le monde vit un peu d'anxiété, mais pour que ça devienne un trouble anxieux, c'est que ça vient un peu de t'empêcher de vivre et vraiment t'amener beaucoup normalement. de souffrance. Exactement. Donc, les jeux sexuels peuvent varier, puis il faut... C'est si ça provoque pas de souffrance, toujours dans un but, en fait, d'avoir du plaisir et que ça ne devient pas envahissant. J'ai besoin que de ça pour être capable d'avoir du plaisir, sinon je me sens pas bien. Intéressant, ça. Donc là, on pourrait voir ça un peu peut-être plus comme un trouble. Mais je parlerais pas de déviance. Je parlerais d'intérêt sexuel peut-être plus différent, atypique. Il y a beaucoup de variétés dans la sexualité, on l'oublie parfois. Puis c'est ça qui est beau. Ce qui est Ouais. déviant en ce moment, ça risque d'être plus déviant dans une vingtaine d'années. Exactement. Aussi. Ça évolue. Selon toi, pourquoi les personnes violentes ont de la difficulté à se contrôler, à contrôler leur agressivité? En fait, c'est un mythe répandu vraiment beaucoup dans la société, mais l'agressivité, la perte de contrôle, c'est pas une perte de contrôle, la violence. C'est vraiment une prise de contrôle que l'autre s'autorise à prendre. OK. Comme je disais tantôt, justement, c'est quand tu utilises la force ou le pouvoir pour exercer un contrôle sur l'autre. Fait que c'est vraiment une prise de contrôle qui peut s'exercer si la personne se sent moins dominante, elle pense qu'elle perd le pouvoir, elle pense qu'elle perd le contrôle. Donc, c'est là que la violence va arriver. OK. Parce que pour rétablir cette asymétrie de contrôle, justement. Est-ce Elle qu'on excuse souvent Oui. ça. Non, vas-y. Elle excuse souvent ça comme « Ah, je suis désolée, j'ai perdu le contrôle. » Exactement. Puis on l'entend souvent, cette phrase-là. Ben oui. C'est une perte de contrôle, je comprends pas. Puis on est comme, non, tu as pris le contrôle parce que tu as décidé de prendre le contrôle. La nuance à faire, c'est juste que souvent, ça va être des personnes impulsives quand même. C'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'on peut rattacher l'impulsivité à là, peut-être une perte de contrôle? Un peu plus. OK. Dans la mesure que cette impulsivité-là, eux, qu'est-ce qu'ils rapportent, ces hommes-là, c'est que souvent, ça passe de 0 à 100. Il n'y a comme pas juste un milieu. Oui. Fait que, par exemple, une personne pas normale, j'aime pas ça dire ça, mais une gère ses personne émotions, qui gère un peu mieux ses émotions, on va le dire de même, Ouais. va avoir, tu sais, son verre d'eau va se remplir graduellement avec le conflit, puis à un moment donné, ça va déborder. La personne qui va avoir des comportements de violence, qui va être impulsive, son verre d'eau va être vide, puis il va exploser d'un coup. Tu sais, c'est vraiment, ils disent souvent qu'ils vont voir noir durant. Fait que c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut parler d'une semi-perte de contrôle, mais
tous ces comportements-là sont la là dans base. le but de reprendre le contrôle qu'ils pensent qu'ils sont en train de perdre. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention. Je comprends, c'est très intéressant. On a aussi tendance à associer parfois la consommation d'alcool et de drogue à la violence. Est-ce que c'est vrai? Non, ben, c'est vrai dans certains cas, dans le sens qu'une personne qui n'a pas de comportement violent à la base ne deviendra pas violente avec l'alcool parce que c'est juste excuser ses actes puis c'est pas la réalité. Ouais. Donc, faut pas excuser la violence par l'alcool. Oui. Par contre, une personne qui est impulsive, qui a tendance à faire des comportements violents, puis là, qui est en état d'ébriété ou qui Que a de la consommé difficulté à beaucoup. gérer ses émotions. L'affaire avec la drogue, c'est que ça va geler les émotions. Fait que déjà que les émotions sont pas très exprimées, l'empathie peut diminuer. Puis avec l'alcool, c'est qu'il y aura plus de filtre, tu vas être désinhibé. Des fois, tu peux être plus à fleur de peau, un rien va plus t'énerver. Donc, c'est à ce moment-là que on voit qu'avec une personne qui est déjà violente à la base, qui a des comportements violents, il y a plus de chances qu'elle utilise des comportements violents. C'est un facteur de risque, dans le fond, l'alcool, sur la consommation. Valérie, que proposes-tu comme outil pour aider les hommes que tu rencontres à être moins violents? On propose un outil en particulier, c'est l'outil principal d'Accro, c'est le temps d'arrêt. Ça peut paraître vraiment banal comme outil, mais c'est un outil qui va vraiment arrêter tout comportement de violence. Fait que ça met vraiment un frein au comportement de violence des hommes. En fait, ce qu'on cherche à savoir, nous, c'est les signes précurseurs qui arrivent avant que la violence arrive. Donc, les signes précurseurs, c'est des signes physiques. Ça peut être le visage qui est rouge, transpiration, serrer des poings, le cœur qui bat. Donc, c'est tout ce qu'ils ressentent avant d'exploser en violence. Oui. Quand ils ressentent ces signes-là, on leur demande de quitter le lieu du conflit, donc souvent d'aller à l'extérieur de la maison quand c'est avec la conjointe. Un coup qu'ils ont quitté le lieu du conflit, qui est l'étape la plus difficile parce que souvent on veut avoir le dernier mot, Ouais. on va leur demander de se calmer. On leur donne des techniques de respiration, mais sinon ils peuvent aller prendre une marche, écouter de la musique ou faire quelque chose qui va vraiment les calmer et les mettre à zéro. Mais s'ils reviennent, même après être calmés, ils peuvent C'est pas ça. revenir déjà au Exact. même niveau d'intensité? Non, avant de revenir, en fait, il faut qu'ils fassent un petit travail d'introspection sur eux. Il faut qu'ils regardent qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle a dit qui me déplut? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Fait que ça permet vraiment de travailler autant leurs émotions que de travailler vraiment le travail sur soi. Puis un coup qu'ils ont trouvé qu'est-ce qui les a dérangés, il faut qu'ils trouvent une façon de retourner sur le lieu de façon vraiment sécuritaire. Donc ça, une fois qu'ils ont trouvé une façon sécuritaire de revenir sur le lieu, ils ont trouvé une façon de parler à leur conjointe, ils reviennent sur le lieu et là, ils discutent du conflit qui a failli exploser en violence. Donc c'est vraiment simple. On a souvent tendance à penser que les personnes violentes vont toujours être violentes. Mais est-ce que vous avez des statistiques ou vous avez beaucoup d'histoires qui démontrent qu'un homme ou qu'une femme violente qui fait des thérapies peut vraiment amener à changer son comportement? J'ai pas de statistiques précises, mais OK. on sait que chez Accro, en général, les hommes qui partent, c'est un amorce au changement. Donc, s'ils continuent à mettre en application leur temps d'arrêt de plus en plus, de façon fréquente, c'est là qu'ils vont vraiment réussir à mettre un frein à leur comportement de violence. Puis on leur apprend aussi à gérer leur impulsivité parce qu'elle va toujours les suivre, cette impulsivité-là. Mais on sait qu'il y a aussi des hommes qui décident de revenir pour une seconde démarche de façon... Plus autonome? Exactement, parce qu'eux, ils ne veulent pas à cause de la cour, pas pour une obligation. Donc, à ce moment-là, on voit que quand ils reviennent, c'est qu'ils se sentent fragiles, ils se sentent à risque de refaire de la violence. Puis c'est là qu'on se dit, OK, la thérapie fonctionne vraiment. Ouais. Puis on voit qu'il y a vraiment un bon travail de fait parce qu'ils reviennent par eux-mêmes pour la seconde intervention, la seconde thérapie. Donc. Merci pour ton travail. Merci à vous. Il n'y a pas longtemps, ici à Focus, on a parlé de la dépendance. Puis on a remarqué que les personnes dépendantes développent un peu tous les mêmes traits de caractère. Dans le cas de la violence, toi, tu as rencontré beaucoup d'hommes violents. As-tu constaté qu'il y avait certains traits en commun? Oui, il y en a quelques-uns. OK. Par contre, c'est important de ne pas les généraliser pour ne pas inclure tout le monde dans le même bateau. Oui. Mais comme je dis depuis le début, c'est des gens impulsifs souvent. Puis même là, je vois des jeunes aussi, c'est souvent des jeunes qui ont des TDAH, qui se transposent, qui ont encore des TDAH à l'âge adulte. C'est des personnes vraiment, des hommes vraiment charmeurs. Tu sais, ils vont vraiment aller, bons parleurs, puis tu sais. Ouais, beaucoup de charisme. C'est des hommes manipulateurs, évidemment. Ils baignent dans la manipulation. Ouais. Puis c'est un défi de briser cette manipulation-là, puis de gratter en arrière de la carapace. Contrôlants, des hommes quand même souvent jaloux. Donc, ça serait un portrait assez typique. Ouais. Mais comme je dis, pas tous les hommes jaloux vont devenir violents. Il faut faire Pas attention. tous les hommes impulsifs vont devenir Exactement. violents. Faut Parce faire que attention, souvent, les effectivement. gens ils vont se reconnaître puis ils vont se mettre à paniquer. Est-ce Oui, que je suis oui. violent ou pas? Donc, il faut faire attention quand même avec ça. Présentement, il y a une controverse entourant la campagne publicitaire de la compagnie Garage pour sa collection estivale. On juge les photos trop sexy. Moi, ce que je me demande, Véronique, c'est est-ce que le fait qu'il y a de plus en plus de nudité un peu partout, surtout dans les médias sociaux, est-ce que ça peut augmenter la violence sexuelle dans le sens que ça devient banal?
C'est sûr. Moi, c'est sûr que de banaliser le corps de la femme, de sexualiser, en fait, d'utiliser le corps de la femme pour vendre des produits tout le temps, même quand ça n'a aucun rapport avec ça, c'est rendre ça normal, banal. On peut... tu sais, on s'attend, en fait, à ce que... La femme fasse tout, peut-être? La femme soit soumise? Oui, peut-être, une certaine forme. Un objet sexuel? Mais le corps de la femme est utilisé comme un objet sexuel pour vendre n'importe quoi. Ouais. Donc, si on objective le corps, bien, on enlève toute la partie émotionnelle qui est attachée à ça. Puis, un objet, on peut le prendre, on peut faire ce qu'on veut avec quand on veut. Donc, on sent peut-être plus permis de pouvoir se permettre de toucher, d'accoster, de faire des commentaires sexuels. La sexualité est tellement présente partout que c'est ça, on voit dans les milieux de travail des situations de harcèlement sexuel. On est obligé de faire des lois maintenant encore plus par rapport à ça. Parce que ça devient banalisé. On a l'impression que c'est correct de le faire. En même temps, il y a comme un mouvement qui va à l'opposé de ça, surtout du côté des femmes féministes, qui dit ben la femme elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps. Fait que si elle a le goût de l'exposer, c'est son choix. Donc, de dire de se couvrir, c'est un peu, encore une fois, de contrôler la femme. C'est sûr que ça devient compliqué. On tombe dans des extrêmes. Avant la révolution sexuelle, on considérait que, tu sais, on parlait même pas du plaisir sexuel de la femme, ça servait qu'à la reproduction. On couvrait le corps de la femme. Il y a eu la révolution sexuelle, les femmes se sont libérées. Elles ont commencé à assumer leur corps, à assumer leur sexualité de plus en plus et de dire, j'ai le droit de décider de faire ce que je veux avec mon corps. Et on est comme rendu dans un extrême de l'autre côté où là, on a des situations de slut-shaming, hein, où la femme qui s'assume dans sa sexualité, c'est une pute, c'est une salope. Et donc, on veut pouvoir dire j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps, mais en même temps, quand on s'expose, on va pour n'importe quoi. Maintenant, là, en étant exposé, on est exposé aussi au jugement, aux critiques de tout le monde. Puis ça fait que il y aura des gens qui vont être d'accord avec ça. Il y aura des gens qui vont dire, bien, si tu sais, c'est pas parce que je montre, j'ai des petites shorts courtes que ça te donne la permission de me toucher. Tu sais, c'est sûr qu'on s'expose au regard des autres, mais ça donne jamais la permission à personne de nous toucher, de prendre, de faire ce qu'il veut avec notre corps. Oui. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que oui, la femme, c'est son corps, elle peut faire ce qu'elle veut avec, mais peut-être de se ramener parfois à un certain équilibre. Tu sais, les jeunes filles qui mettent que des photos d'elles sur Instagram, tout nues ou de leurs fesses. C'est sûr qu'il y a... qu'à un moment donné, ça envoie un certain message, je veux pas. Exactement. Donc, il faut trouver un équilibre. À ça. Exactement. On parle beaucoup des hommes violents depuis le début de l'émission, mais des femmes violentes, il y en a aussi. Et je dirais même qu'on en voit peut-être de plus en plus. Par exemple, moi, c'est surtout sur Facebook. Je vois souvent des vidéos où on voit des femmes qui se battent entre elles à la sortie d'un bar, par exemple. Pourquoi peut-être la violence est de plus en plus présente autant chez la femme? C'est tout récent qu'on se met à étudier ça, donc c'est difficile d'avoir des raisons vraiment justes et précises, savoir pourquoi les femmes sont plus violentes maintenant qu'avant. Une des hypothèses qui est quand même assez plausible, c'est qu'avant, c'était une société vraiment patriarcale. L'Église dominait, comme elle disait tantôt, justement, tu sais, la femme elle était un peu soumise, tu sais, l'homme, il dictait tout ce qu'il voulait. Tu sais, c'était un objet, la femme. Puis là, on essaie de tendre lentement vers une société de plus en plus égalitariste, puis c'est comme si ce pouvoir, cette liberté-là qu'on réussit à avoir, il y en a qui l'utilisent peut-être pas de la bonne façon, puis qui tombent dans le contrôle, dans la violence envers les hommes. Puis c'est vraiment difficile à savoir parce que, comme je dis, c'est vraiment récent, ces études-là. Il n'y a pas encore beaucoup d'études. Non, puis c'est rare que les hommes vont aller porter plainte contre leurs femmes parce que, comme je disais au début... Les rôles sociaux, exactement. C'est difficile de voir un homme vulnérable. Il passe un peu comme faible, alors que c'est tellement courageux d'aller porter plainte à la base que, tu sais, notre société est juste un peu remplie de préjugés. Mais comme je dis, c'est ça, il n'y a pas vraiment de recherche encore. Je sais pas si... Mais il y a de la recherche qui commence à se faire, mais il n'y en a pas beaucoup au niveau, par exemple, de la violence sexuelle commise par les femmes. Les statistiques, il y en a pratiquement pas. En fait, j'en aurais même pas à vous donner. On sait qu'il y a des cas, ça arrive, mais c'est
tellement moins fréquent que lorsque ce sont des hommes qui commettent ce type d'agression-là. Mais tu sais, je dirais aussi, dans la vie, on est juste plus exposé maintenant avec les réseaux sociaux. Oui. Donc, tous les comportements semblent exacerbés. C'est juste que je pense qu'ils ont sensiblement toujours existé. C'est juste qu'on les voit plus. Puis tu parlais tantôt du rôle de la femme qui s'est libérée. Bien, les femmes apprennent à s'affirmer aussi un petit peu plus, puis ça peut être fait dans la maladresse ou des fois dans l'extrême. Mais il y a quand même des S'affirmer avancées. avec la violence, Oui, peut-être. exactement. Il y a quand même des avancées. Moi, je sais qu'il y a des groupes pour les femmes qui ont des problèmes de violence aussi maintenant, qui ont été mis sur pied. Donc, tu sais, il n'y a pas juste des groupes pour les hommes. C'est bon qu'il y ait ouvert ça parce qu'il y en a des femmes violentes, il y en a plus qu'on pense. Puis les statistiques, le peu de statistiques qu'on a tend à augmenter, mais c'est juste parce que c'est pas en tant que tel les comportements de violence qui ont augmenté, c'est juste qu'on s'intéresse plus à cette problématique-là. C'est pas nécessairement, tu sais, quand on pense à la violence, souvent on pense à la violence physique, mais on sait que les femmes ont tendance à être beaucoup plus dans la violence psychologique, la violence verbale. Et donc, on est moins qui est porté... une violence tout aussi importante. Qui va faire tout aussi mal, autant. sinon plus. Puis, mais les gens, des fois, sont moins portés parce que ça laisse pas de marque de coups, de porter plainte contre ça. Puis ils savent pas que c'est de la violence non plus. Des fois, les personnes tu sais, qui subissent de la violence psychologique, c'est difficile de démystifier si c'est la violence ou pas. Tu sais, le contrôle, la manipulation, le chantage affectif, bouder, c'est une forme de violence parce que tu t'exerces à avoir le contrôle sur l'autre personne et décider quand elle sera assez importante pour que tu lui donnes l'attention. Donc, c'est difficile de savoir si c'est de la violence. Puis les femmes, c'est souvent cette forme de violence-là, comme elle dit, qu'ils vont utiliser parce que si on n'a pas la carrure, tu sais, comme ils n'ont pas la carrure d'un homme. Donc, ils ne vont pas aller s'affronter à un homme qui est plus une plus grande corpulence, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est moins visible, c'est plus vicieux, justement. J'écoute présentement une télésérie que j'adore, Shameless, et c'est l'histoire d'une famille défavorisée, dysfonctionnelle. Et parmi les personnages, il y en a beaucoup qui ont des comportements violents. On a pendant longtemps associé la violence à la pauvreté. Est-ce que c'est vrai ou c'est un préjugé? C'est un préjugé, comme tout autre préjugé qu'on a. On a beaucoup de mythes fondés sur la violence. Il faut vraiment essayer de débâtir ça parce qu'il n'y a rien qui est cause à effet. Donc, aucune cause, comme la pauvreté, va créer automatiquement la violence. Ça peut être un facteur de risque qui va augmenter les chances d'utiliser la violence. Puis encore là, ça dépend quel type de violence. Certains vont utiliser la violence, comme le vol à l'étalage, pour leur survie. Donc, faut distinguer aussi le motif de cette violence-là. Mais c'est un préjugé de dire que les personnes plus défavorisées vont utiliser plus de violence. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, toi, là-dessus, non? Je considère aussi que c'est un mythe. Puis du côté de la violence sexuelle, est-ce que le fait d'être pauvre, il y a plus de violence sexuelle ou non? Je ne pourrais pas donner de statistiques par rapport à ça. Je ne crois pas qu'il y ait de lien nécessairement là, en lien avec ça. Peut-être que par un manque d'éducation sexuelle, c'est sûr que, tu sais, on peut-être être moins conscient là, des limites et tout, de savoir comment s'affirmer quand dans une situation de précarité. Possiblement qu'il y a un plus haut nombre là, de victimes, peut-être, de violences sexuelles. On tombe dans l'exploitation sexuelle. On voit, par exemple, les jeunes qui sont dans la rue qui tombent dans ce genre de situation-là. Donc oui, c'est le genre de situation qui peut mener, cette précarité-là, qui peut mener à la violence sexuelle. Comme vous disiez, je pense que ça peut être un facteur de risque, mais la violence, on peut la retrouver partout. Dans toutes les strates de la société. Dans toutes les classes sociales. Chez tout le monde. Chez tout le monde aussi, effectivement. C'est un sujet très sensible qu'on a de la difficulté à aborder. Aujourd'hui, on a même plus parlé de la violence du côté de la personne qui la donne. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup, Valérie Leblanc, Véronique Jaudoin. C'était super intéressant. Merci. Au Québec, il existe plusieurs organismes pour la violence conjugale. SOS Violence conjugale, la Citadelle, le Carrefour des femmes. Il existe même un organisme qui vient en aide aux hommes violents, comme on a parlé à l'émission, l'organisme ACRO. N'hésitez pas à demander de l'aide, que vous soyez la personne violente ou celle qui la reçoit.